Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer la création de notre bloc Gutenberg au niveau JavaScript avec la fonction register block type. Nous en étions restés dans un premier temps à mettre le nom du bloc. Alors je vous rappelle ici au départ, je vous avais dit que ça c'était un nom de domaine. En fait, en réalité, dans le langage technique, c'est ce qu'on appelle le namespace et ça c'est le nom du bloc. Donc je rappelle que ça c'est obligatoire. Le nom doit être en deux parties comme ceci, afin d'éviter les collisions avec d'autres plugins par exemple. Maintenant, nous allons renseigner l'objet ici, qui est passé en deuxième paramètre de notre fonction, et qui va contenir tous les éléments caractéristiques de notre bloc Gutenberg. Dans un premier temps, nous allons lui donner un titre, avec la clé title, comme ceci. Là, je vais l'appeler avec simplicité mon premier bloc. Je vous rappelle encore ici, ceci est un modèle. Après vous, en production, vous mettrez des noms plus explicites, bien sûr. Ensuite, nous allons lui renseigner une icône qui apparaîtra avec son nom dans la liste des blocs. Alors ici, nous avons plusieurs solutions. On va dans un premier temps utiliser la solution la plus simple, qui est de faire intervenir une icône dash icon qui est intégrée dans WordPress. Je vous rappelle ici que si vous vous positionnez sur le site des Dash Icons dans wordpress.org, vous avez toutes les icônes qui sont associées à l'administration de WordPress. Ces icônes sont chargées automatiquement et pour utiliser une icône, il suffit de cliquer dessus et de repérer son nom. Par exemple, celle-ci, ça serait format vidéo. Celle-ci, ça serait admin site alt 2. Il n'est pas besoin de récupérer le préfixe dash icon. Il va être rajouté automatiquement par WordPress. Dans mon cas, je vais simplement lui dire de prendre l'icône book, comme ceci. Après, je vais devoir lui préciser une catégorie. Alors je vous rappelle que là, je reste pour l'instant dans les paramètres les plus simples, pour qu'on ait un premier bloc opérationnel avec le minimum. On va devoir lui préciser une catégorie, ça c'est obligatoire. Alors le titre est obligatoire. L'icône, je pense qu'elle est, je crois qu'elle est facultative. Par contre, la catégorie, elle est obligatoire. À savoir que lorsque vous créez un article dans WordPress avec un bloc, donc j'ai fait ici ajouter. Lorsque je vais ajouter un bloc, bon, l'icône qui va apparaître, elle est ici associée au nom du bloc, bien sûr. Et nous avons ici des catégories prédéfinies dans WordPress, qui sont au nombre de 5. Alors leur liste, on va la retrouver ici. Je reviens sur le développeur handbook ici au niveau de l'enregistrement d'un bloc. Et ici, on a le choix au niveau de la catégorie parmi les termes suivants, donc common, formatting, layout, widget ou embed. C'est-à-dire que ici, je peux par exemple choisir formatting. Et au niveau de catégorie, je vais lui dire formatting comme ceci. Et mon bloc sera positionné dans la catégorie formatting. Par contre, maintenant, depuis peu, on a la possibilité de créer notre propre catégorie dans Gutenberg. Donc on va passer en privé. Alors je vais revenir au niveau du fichier PHP. Vous voyez que les deux sont liés en fait. Donc je rebascule temporairement dans le fichier PHP et je vais rajouter la déclaration d'une catégorie personnalisée. Donc je remonte en haut du fichier, ici au début, avant la fonction bloc modèle. Par exemple, je vais me positionner ici vraiment au début du fichier. Et là, je vais coller un nouveau bloc de code ici. Je mets déclaration de catégorie personnalisée. Voilà, voilà mon commentaire. Et ici, je vais copier ce code. Et là, je vais mettre déclaration du bloc. Alors ici, je vais passer rapidement. C'est une fonction WordPress. Donc éventuellement, vous pouvez consulter la documentation. Je rajoute un filtre au niveau de bloc catégorie ici. Et je vais exécuter la fonction perso bloc catégorie. Au niveau de cette fonction, à laquelle je passe toutes les catégories existantes et le poste en question. Donc je vérifie ici que c'est bien pour les postes uniquement. Hein. Ce test-là, il est facultatif. Mais dans ce cas, si ce n'est pas un poste, par exemple si c'est une page ou un custom post type, à ce moment-là, je retourne catégorie.
Ensuite, je vais retourner un merge du tableau existant des catégories auquel je rajoute un tableau qui contient ma nouvelle catégorie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne vais pas trop développer. Si vous voulez plus de précision, faites une recherche sur Internet. En tout cas, pour rajouter une catégorie personnalisée, c'est comme ça que ça se fait. Donc, j'enregistre le fichier PHP. Je peux revenir au niveau du site ici et rafraîchir. Et normalement, maintenant, je vais devoir pouvoir trouver une nouvelle catégorie. Ah ben non, je ne l'ai pas encore puisque je n'ai pas enregistré mon bloc. Donc on verra tout à l'heure, autant pour moi. Donc je reviens ici dans le code. Et maintenant je retiens que la catégorie que j'ai créée s'appelle perso bloc. Donc je vais copier ceci. Et je vais rajouter la catégorie ici. Oui, étant donné que mon bloc n'était pas encore créé, il ne pouvait pas se trouver dans une catégorie. Et donc la catégorie étant vide, je pense qu'elle ne s'affiche pas. Ensuite, nous allons rajouter deux fonctions. Alors ici, je me positionne à la fin, je rajoute une virgule pour ne pas casser la structure, bien sûr. Et je vais créer la fonction, la première qui s'appelle edit, comme ceci, avec cette syntaxe-là, et la fonction save. Alors, quel est le rôle de ces deux fonctions? La fonction edit va afficher tout ce qui va être présent dans l'éditeur de Gutenberg, c'est-à-dire ici, lorsque l'on crée un bloc, tout le code qui est ici, là, ça va être régi par la fonction edit. La fonction save, elle, va gérer tout ce qui va être enregistré dans la base de données et qui va être affiché ensuite sur le site. Par exemple, si je tape ici coucou, je mets par moi-même. Je mets un titre ici et si j'enregistre le blog, c'est-à-dire si je le publie, lorsque je vais voir l'article sur le site, tout ce qui apparaît ici, là, c'est-à-dire coucou par moi-même, le contenu du bloc, c'est régi par la fonction save. On verra après comment cela fonctionne. Il faut savoir que seule la fonction save est obligatoire. Si la fonction edit n'existe pas, à ce moment-là, c'est le contenu de la fonction save qui va être utilisé pour la fonction edit. Mais en général, on utilise la fonction edit, sinon ça n'aurait aucun sens, puisqu'on ne pourrait pas avoir des blocs modifiables. Donc voici les deux fonctions. Ces deux fonctions vont devoir retourner bien sûr des choses. À l'intérieur ici de chaque fonction, je vais rajouter une commande return avec deux parenthèses comme ceci. Et à l'intérieur de cette fonction return, je vais ajouter en fait le contenu de mon bloc. Alors pour l'instant, on va se contenter d'indiquer un texte. Donc là, je tape H1 hello dans l'éditeur, puisque je suis dans la fonction edit. Et dans la fonction save, je vais copier ce contenu. Je vais le dupliquer ici. Et là, je vais mettre hello dans le front-end, ou le site. Hello dans le site. Comme ceci. Et j'enregistre. Alors ici, maintenant, il faut faire une distinction très importante. Là, ce n'est pas du HTML. C'est du JavaScript, enfin plus exactement, c'est du JSX. Et c'est là vraiment que fondamentalement React prend son importance. Le fait d'avoir tous ces outils par derrière qui sont invisibles pour nous, que nous avons installés avec le script WordPress script, ça nous permet ici de mettre des choses qui ressemblent au HTML. Hein, c'est un peu comme le Canada Dry, hein, ça y ressemble, mais ça n'est pas. Donc là, ce n'est pas du HTML, c'est du JSX. Et on peut le voir ici, si je reviens dans, par exemple, ici dans l'éditeur Handbook, les manuels de Gutenberg, vous voyez qu'à chaque fois que vous avez des exemples de code, vous avez la version ES5. Donc ES5, c'est l'ancienne version de JavaScript. Et ce qu'on appelle ESNext. Alors ESNext, c'est tout ce qui est ES6, 7, 8 et 9, enfin le nouveau JavaScript. Et vous voyez que dans la fonction edit, on retourne quelque chose qui ressemble à du HTML. Hein, c'est ce que je viens de faire ici. Bon, là, il y a un div, moi j'ai mis un H1. Par contre, si vous regardez la version ES5, c'est-à-dire la version si vous n'aviez pas tout le barnum par derrière qui compile le JavaScript, à ce moment-là, il faudrait invoquer la fonction createElement de l'objet WP Element. Cet élément-là, c'est la version React qui est inclus dans WordPress.
Donc il faudrait invoquer cette fonction createElement, lui passer l'élément qu'on veut créer. Alors nul, ça doit être certains paramètres d'attribut, je pense, et le contenu de l'élément. Vous voyez? Donc en fait, on a 4 lignes là pour créer le truc, alors qu'avec la version ESNext, on a une seule ligne, et en plus, ça ressemble à du HTML bien classique. Mais il y aura quand même des petites différences, on le verra plus tard. Donc ici, je reviens dans le fichier JavaScript. J'insiste encore une fois, ce n'est pas du HTML, c'est du JSX. Maintenant qu'on a tout enregistré, je vérifie dans la console qu'il n'y a pas eu de message. Bon, apparemment, il n'y a pas de message d'erreur. Tout se passe bien. Logiquement, maintenant, on devrait pouvoir trouver notre bloc. Quand on revient dans le site WordPress, je vais supprimer ce bloc ici. Là. Je vais mettre à jour. Je vais bien recharger la page. Et là, maintenant, c'est l'instant de vérité. Je vais cliquer sur plus ici. Et je vais voir si j'ai... Voilà, j'ai bien ma catégorie personnelle ici. Je vous rappelle que nous avions créé dans PHP une catégorie que j'appelle personnel. Donc le nom ici est ici. Le nom qui est affiché, il est là. L'icône, j'avais pris l'icône qui ressemble à des tickets. Donc je vois bien cette catégorie personnalisée qui apparaît ici. Donc tout va bien. Et là, à l'intérieur, j'ai mon premier bloc avec l'icône en forme de book. Je vous rappelle que mon premier bloc, c'est le terme que j'ai mis ici, donc le titre. Tout marche bien pour l'instant. Et si je clique ici sur le bloc pour l'incorporer dans mon article, à ce moment-là, je vais voir le terme Hello dans l'éditeur. Alors, Hello dans l'éditeur, c'est le terme ici qui est renvoyé par la fonction Edit. On est bien d'accord, donc ça fonctionne. Maintenant, si je fais mettre à jour mon article, et si je vais ici le rafraîchir dans la page du site, la page d'accueil, enfin non, c'est la page de l'article, pardon, je vois bien ici que j'ai Hello dans le site. Et Hello dans le site, c'est bien ce que j'ai demandé ici. Notre structure de développement est quasi terminée. Bien sûr, le bloc que nous avons développé pour l'instant, il ne fait rien d'exceptionnel, mais c'est juste une structure. Et ensuite, nous pourrons dupliquer toute cette structure et créer un nouveau plugin. Et à ce moment-là, ajouter du code plus consistant pour créer un bloc qui a une utilité plus intéressante. Nous allons revenir ici dans le fichier PHP. Et au niveau de la fonction registerBlockType, nous avions ici déclaré le nom du bloc en dur. Mais rappelez-vous que nous avons émis la possibilité de créer plusieurs blocs à travers la création de plusieurs sous-dossiers du dossier bloc. Donc si nous voulions créer un nouveau bloc, il faudrait dupliquer ce bloc avec le nom du bloc. Alors tout ça, ça fait du code pour rien. Alors ce que nous allons faire, nous allons créer une boucle en fait qui va lire un tableau et qui va enregistrer les blocs en fonction du contenu du tableau. Je me positionne ici avant la fonction registerBlockType. Je vais créer un tableau comme ceci. Le tableau actuellement contient le nom de l'unique bloc qui a été créé pour l'instant. Mais si je crée un nouveau bloc avec un nouveau dossier, à ce moment-là, je rajouterai son nom ici dans le tableau. Ensuite, je vais créer une boucle for each qui va parcourir le tableau et qui va exécuter la fonction avec chaque élément du tableau. Je vais donc rajouter, avant l'appel de la fonction, ici ce bout de code, ici. Donc je mets une boucle for each, bien sûr, j'oublie pas l'accolade fermante. Je vais indenter mon code ici pour que ce soit plus lisible. Et là, je vais remplacer ici le nom du bloc par le paramètre de la boucle en cours. Comme ceci. Alors je récapitule le code. Je crée au départ un tableau $blocks qui contient le nom de tous les blocs qui sont actuellement déclarés. Si plus tard, ici, je crée un nouveau dossier que j'appelle 02-second block et que je crée un nouveau bloc, à ce moment-là, je pourrais le rajouter au tableau. Donc il aura toujours le même namespace, comme ceci. Et je pourrais l'appeler second block. Et à ce moment-là, ma fonction sera exécutée deux fois.
Alors pour l'instant, je vais supprimer ce deuxième bloc qui n'existe pas. Mon tableau ne contient qu'un seul bloc, donc pour l'instant il n'est pas vraiment utile, mais si plus tard je rajoute d'autres blocs, à ce moment-là je pourrai exécuter la fonction register_block_type plusieurs fois, en sachant qu'à chaque fois bien sûr je vais enregistrer les mêmes scripts. C'est ce que je veux puisque mon opération de construction, c'est-à-dire la méthode, la fonction build, me produit un seul fichier index.js. Donc je pourrais utiliser ce même fichier pour tous les blocs. Puisque le fichier ici, index.js de départ, va charger tour à tour tous les blocs que j'aurai déclarés. Cette boucle ici me permet d'utiliser la fonction register_block_type de PHP plusieurs fois afin d'enregistrer tous les blocs que je vais éventuellement déclarer par la suite. Alors j'enregistre ceci. Et maintenant nous allons revenir pour terminer sur les styles que nous avons déclarés. Et nous allons les tester. Alors je vais ouvrir le fichier editor.css ici. Et je vais rajouter une règle pour les titres 1, puisque pour l'instant j'ai mis des H1. Donc H1, alors dans l'éditeur, je vais lui dire de mettre la couleur en vert par exemple. Comme ceci, donc j'enregistre. Et pour le fichier style.css, je vais lui dire au niveau du H1 de mettre le background color en rouge. Comme ceci. Alors je récapitule. Dans le fichier style.css, je mets le fond en rouge. Et dans le fichier editor.css, je mets la couleur en vert. On va voir ce qui se passe maintenant. Je reviens ici au niveau du site, je rafraîchis. Je vois que j'ai le fond en rouge sur le site. Je reviens sur l'éditeur, je rafraîchis. Et je vois que j'ai le fond en rouge. Donc ça veut bien dire que ici, au niveau du fichier style.css, il s'applique dans les deux cas. Le fichier style.css s'applique aussi bien dans l'éditeur que dans le site frontal. Maintenant, je reviens ici sur l'éditeur, je vois que le titre s'affiche en vert. Si je reviens sur le site, je vois que le titre s'affiche en noir. Donc, le fichier editor.css ne s'applique que dans l'éditeur. Voilà, ça permet, selon les cas, de faire des distinctions au niveau du CSS. Donc ça, c'est à vous, éventuellement, de gérer ça en fonction de ce que vous voulez faire. Mais on a vérifié que les styles s'appliquaient en fonction de ce qu'on avait défini ici, au niveau des clés Editor Style et de la clé Style. Et si nous voulions vraiment être exhaustifs, nous pourrions aussi vérifier le comportement de la clé Editor Script ici, qui veut dire que le script en question, qui est défini par ce handle là, c'est-à-dire le script correspondant à notre fichier index.js qui est compilé dans le dossier build, ne s'applique qu'à l'éditeur, puisqu'on a la clé Editor Script. On pourrait rajouter ici à la fin du fichier index.js, par exemple, une commande alerte avec Toto. J'enregistre. Et je reviens ici dans la zone de modification. Donc dans le back-end, c'est-à-dire l'éditeur. Si je rafraîchis, je vais avoir la commande alerte Toto qui s'applique. Donc je clique sur OK et je vois la suite. Par contre, si je reviens sur le site, alors là je l'ai perdu. J'ai perdu l'article, donc je reviens sur le site. Si je l'affiche ici, la commande alerte ne s'affiche pas. Ce qui veut bien dire que le script ici, qui a été défini avec la clé Editor Script, ne s'applique que dans l'éditeur. Nous pourrions aussi avoir une clé script tout court, avec un autre script, et le script s'appliquerait dans les deux cas. Alors là, j'en ai pas l'utilité. Donc je ne l'ai pas mis, c'est pas la peine de rajouter des scripts qui ne servent pas si on ne les utilise pas. C'est pareil, là, le style, j'ai mis Editor Style et Style, c'était pour faire la démonstration, mais a priori, je n'ai pas besoin actuellement de différencier les styles. Mais si le besoin s'en faisait sentir, vous pourriez le faire.
Voilà, nous avons terminé la mise en place de cette structure. Dans une prochaine vidéo très courte, nous allons faire un récapitulatif de tout ce que nous avons fait. Et après, dans un prochain tutoriel, nous pourrons attaquer la création d'un véritable bloc Gutenberg en nous servant de cette structure comme base de départ. C'est-à-dire que nous n'aurons pas besoin de tout réinstaller. Tout le travail que nous avons fait maintenant pendant plus d'une heure, il suffira de lancer npm install à partir de notre structure et ensuite nous pourrons développer notre bloc tranquillement. Donc je vous donne rendez-vous dans une vidéo suivante pour faire une petite conclusion rapide.